l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci encore une fois de plus d'être avec nous pour ce grand débat qui commence. Merci à Malik Sall pour la réalisation de ce grand débat avec mes chers panélistes depuis leur position. Je voulais remercier le professeur Issoufou d'être encore avec nous pour ce grand débat qui va commencer. Alors, professeur, une fois de plus, merci encore de plus d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci aussi à Classio Kotoglo depuis sa position. Classio, comment ça va? Très bien comme un poisson dans l'eau. Merci Classio. Et notre ami Omoulou, Jean-Paul, depuis sa position. Jean-Paul, encore une fois de plus, merci. On a tenté de vous avoir. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous avoir dans notre studio. Une fois de plus, c'est un honneur pour nous. Merci encore une fois de plus d'être avec nous. Merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Marcel Kogué, notre ami, depuis aussi sa position. Merci Marcel. Vous avez toujours fait, en tout cas vraiment, de votre possibilité d'être au grand débat. Merci d'être avec nous encore. Oui, merci à tout le monde, merci à tous les téléspectateurs et à tous les amis de Tempo Afrique, ceux qui nous suivent sur les sites. Je salue tous les panélistes et nous sommes prêts pour le débat. Merci. Merci Marcel. Dans notre studio, notre ami Yves Kenao, celui-là même que j'ai nommé Bulldozer. Alors, monsieur Kenao, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi Serge et merci à tous les panélistes. Vous qui êtes à la maison, je vous salue. Alors pour le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler, donc c'est un champ libre sur l'actualité sociopolitique au Bénin, Togo, Côte d'Ivoire et puis en Guinée. Mais tout de suite, nous allons partir au Bénin où on a eu les législatives sans l'opposition. Alors, il faut comprendre que la situation, en effet, au Bénin est totalement inédite. Par un jeu de passe politico-législative, seulement les candidats des deux partis liés à la mouvance présidentielle de Patrick Talon et le bloc républicain, l'Union progressive, ont été nouvellement créés. Ils se sont donc réunis, disputés donc des 83 sièges à l'Assemblée nationale. Alors, toutes les autres formations ont été brusquement écartées. Et il faut dire que la manœuvre a consisté en adoptant en juillet 2018 d'une nouvelle loi portant la charte des partis politiques obligeant toutes les partis d'opposition à s'enregistrer suivant les nouvelles règles et obtenir un certificat de conformité. Alors, si nous avons vu que d'autres partis ont été écartés, c'est que ces partis n'ont pas été enregistrés. Et jusqu'à preuve de contraire, il n'y a que deux partis. Alors, mes chers panélistes, aujourd'hui, nous avons su dans les journaux que M. Patrick Talon a quand même bafoué la démocratie. Alors, quelle est votre analyse vis-à-vis
de la situation au Bénin aujourd'hui, au niveau de ces législatives. Je voulais commencer avec notre ami Jean-Paul. Oui, merci. Nous avons suivi de près le déroulement des actualités au pays frère du Bénin. Le Bénin qui est considéré comme une démocratie exemplaire dans cette Afrique où on peine à trouver un territoire démocratique. Et nous avons toujours été fiers de ce pays frère qui a vu la démocratie grâce à l'humilité du général Kérékou, qui n'a pas eu la malveillance comme son homologue Gnassingbé Yadema à l'époque de barrer les travaux de la conférence nationale souveraine que le peuple a appelé de son plein pouvoir pour trouver une solution définitive à la situation socio-politique et économique devenue déliquescente dans le pays. Donc grâce à Kérékou, le Bénin a connu la démocratie. Elle a eu une transition apaisée et c'est un héritage que le peuple béninois se doit de préserver pour les générations futures. Bon, avec l'arrivée de Patrice Talon, nous voyons que les choses ont pris une allure martiale. Moi-même, j'avais soutenu Talon contre Lionel Zinsou, mais aujourd'hui, je regrette qu'on devait faire le choix contraire parce que Zinsou, il a été quand même imbibé dans la culture démocratique occidentale. Et dans ces conférences, nous suivons comment il connaît les tenants, les aboutissants de la géopolitique africaine. Et nous savons que c'est quelqu'un qui connaît bien les Français, qui connaît bien les Européens, les Américains. Et si, avec un peu de patriotisme de sa part, il accédait aux fonctions suprêmes de l'État béninois, il pouvait mieux faire les choses que Patrice Talon. C'est l'analyse que j'ai faite trop tard. Bon, pour ma part, je sais que l'Afrique en général a besoin de réformes. On ne peut pas continuer à vivre dans ce système de gouvernance que les dictateurs, après avoir assassiné par l'aide de la France ou des États-Unis, nos pères fondateurs, ont mis en place. C'est un système qui détruit l'Afrique, qui rend les Africains paresseux, où les gens qui travaillent, ou soit les gens qui travaillent, n'ont pas le salaire qu'ils méritent. Et les données publiques sont bradées par un groupuscule de voyous qui sont à la tête de nos États. On se demande, est-ce qu'ils sont normaux dans leur tête? Parce que on se dit, même si la France nous prive de certaines choses, le peu que la France donne, vu la masse que détournent ceux qui sont au pouvoir, s'ils le géraient un peu bien, nos pays allaient être mieux. Bon, pour cela, il faut quand même des réformes. Il faut gérer mieux ce que le peu que nous avons de la France, ou bien le peu que l'Occident nous laisse. Et pour cela, vraiment, il faut refonder nos États. D'accord. Mais il faut expliquer les choses aux gens. Il faut associer le peuple. Il faut que les gens comprennent. Il faut donner un moratoire. Laisser les gens s'y préparer. Bon, monsieur Patrice Talon n'y est pas allé de cette façon. Et lamentablement, il a copié sur les épaules de son frère togolais Faure Gnassingbé. Et presque l'opposition est écartée de cette 8e législature que le Bénin a connue. Donc pour moi, c'est une honte. Et il a perdu quand même mon soutien et le soutien de beaucoup de panafricains. D'accord. Donc, je crois qu'il va falloir un dialogue inclusif pour que toute la classe politique béninoise participe au débat pour que le pays ne vire pas dans la crise permanente. D'accord. Je crois qu'on va se limiter à 3 minutes pour permettre à tout et chacun pour intervenir et se contenir normalement sur l'état de notre sujet. Merci encore une fois de plus Jean-Paul depuis sa position. Merci. Alors, professeur, vous avez compris, mais aujourd'hui avec le Bénin, est-ce que nous allons accuser le président Talon? Parce que le président Talon, il y a eu une charte qui a été mise en œuvre, qui a été signée, et les partis d'opposition ne sont pas en règle vis-à-vis de cette charte. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Talon?
qui a réellement considéré la Constitution pour essayer d'écarter d'autres partis, les autres partis d'opposition? Pas tout à fait. Je ne peux pas être avec M. Talon parce que M. Talon est aujourd'hui vu et perçu par tous les Africains qui luttent pour le changement dans leur pays comme un fossoyeur de la démocratie. Monsieur Talon, lorsque M. Talon avait été accusé, à tort ou à raison, de tentative d'empoisonnement de M. Yahi Boni, c'était un juge béninois qui l'avait sauvé. Quand le juge a prononcé le non-lieu, Yahi Boni a voulu arrêter le juge et c'est en Amérique ici que le juge a fui pour venir demander son asile. Nous tous, on s'était élevés contre cette façon de faire de Yahi Boni. Nous avions rapidement vu que Yahi Boni voulait écarter ses adversaires politiques. Avant même d'en venir à ce problème de législative où il a écarté tout le monde, il faut voir le comportement de M. Talon. À Javon, M. Alexis Ajavon, c'est celui-là qui lui a versé ses voix au deuxième tour pour que Talon puisse battre M. Zinsou. Nous avions tous condamné Zinsou comme quoi c'était un produit de la France, comme quoi il voulait distribuer des lampes tempêtes dans les villages au XXIe siècle. Voilà ce que nous récoltons aujourd'hui. C'est Talon qui vient maintenant, il copie exactement ce que le Yahi Boni, et même plus que ce que Yahi Boni a fait. Il accuse ses opposants de crimes, il crée des cours personnalisés pour ses opposants, juste pour les écarter. S'il vous plaît, Talon est aujourd'hui la honte de l'Afrique de l'Ouest, la honte de l'Afrique et la honte du monde entier. Parce que c'est dans les urnes que se joue tout en démocratie. On ne peut pas créer des lois comme ça, même s'ils voulaient faire des réformes. Il y a une manière de les faire. On ne les fait pas en écartant tous les adversaires politiques. Du moins, Christopher Seglo, il fut président. Yahi Boni, il fut président. On peut me dire que ces présidents-là sont devenus présidents avec des partis qui ne sont pas en règle avec la Constitution. S'il vous plaît. Ça ne va pas. Voilà, il faut voir. Yahi Boni a fait tout ce qu'il a pu faire. Il n'y a pas eu mort d'homme au Bénin. Regardez combien la faute de Talon a causé, combien de morts. Tout ça là, ce n'est pas bon. Ça n'honore pas notre Afrique, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, le Bénin maintenant devient, c'est pas un pays où la démocratie commence par chanceler, ce n'est pas sérieux. Histoire de donner raison aux autres qui sont là, des spécialistes en spécialistes fossoyeurs de la démocratie qui sont vers l'ouest et ils vont se réjouir. Ils vont se dire voilà, je ne suis pas le seul, il y a des gens qui aussi font comme moi. Il ne faut pas s'encourager dans le mal, s'il vous plaît. Allez fouiller les livres saints. Tous les livres saints sont clairs là-dessus. Il faut s'encourager dans le bien et se décourager dans le mal. Et ce que Talon a fait, il est en train d'encourager un mauvais comportement en Afrique. Et ça, il faut condamner ça. Alors je dis que je condamne le comportement de Talon et je lui lance un appel. Il n'a qu'à revenir à la raison. Il n'a qu'à écouter les conseils des sages. Il n'a qu'à revenir à la raison pour que la démocratie béninoise puisse continuer par être l'exemple qu'elle a été depuis 1990. Je vous remercie. Merci, professeur. Notre ami, depuis sa position, Marcel Codier, alors votre analyse vis-à-vis de tout ce qui se passe au Bénin. Oui, Serge, en tant que démocrate, je peux condamner la situation. Il y a eu il y a le sang coulé au Bénin. Mais tous mes amis qui ont passé tout à l'heure, ils n'ont parlé que de la forme. Le fond, mais qu'est-ce qu'il y a pour ces talons à devenir dictateur? C'est ce qu'il faut savoir. Là, cette loi qui a écarté tous ces députés-là, c'est eux-mêmes qui ont voté. C'est la majorité des députés qui ont voté cette loi. Savez-vous qu'il y a des partis qui sont là, même depuis le temps de Kéréko 1, qui sont là, qui sont toujours députés. Il y a des vieux qui sont toujours des députés jusqu'au... Mais ils n'en finissent jamais. Ils sont chaque fois députés. Il n'y a jamais de changement dans le parti. Des gens qui se sont déclarés comme des leaders de partis politiques,
qui ne paient même pas les taxes, les impôts. Voilà, c'est comme ça que Talon les a eus. Parce qu'à la veille des élections, ils allaient avec 100 000, 200 000 au service des impôts, corrompre les gens, on leur donnait des tampons les soirs. Mais le système d'être accepté par la Sénat, ça a changé. Vous allez comprendre que même le Premier ministre, l'ancien Premier ministre comme Adrien Ouédi, même qui est proche de Talon, mais ça a été rejeté. Pourquoi? Parce qu'il y avait des éléments, des gens qui sont inscrits sur la liste de Ouédi, qui étaient sur la liste d'autres personnes. Parce que ce que vous allez comprendre aussi, les politiques béninois, ce sont des transhumants. Les gens sont venus sur votre bannière. Arrivés à l'Assemblée, ils désistent, ils quittent le parti, et ça devient, je ne sais pas, un théâtre. Je pense que c'est tout cela que Talon voulait. C'est pour cela même il a augmenté comment dirais-je, le mot m'échappe là, attendez-moi un peu. La caution. La caution de participation pour les élections. C'est pour en finir avec ces mêmes mots présidentiels. Déjà, vous vous rendez compte que même à la veille des élections, on a plus de 32. L'année dernière, on avait plus de 32 ou 26 candidats. C'est trop. Voilà que les gens n'ont même pas 1%, 0%. Mais ils sont candidats parce que le truc était à 10 millions, bien 20 millions, 10 millions en ce moment. Maintenant, on a mis à 200 millions, bien sûr. C'est pour éviter certaines personnes. Parce que des Béninois, les gens veulent toujours être à l'Assemblée, à l'éternité. Mais ils n'ont pas passé le truc là, la relève. Des gens qui sont inscrits. Qu'est-ce qui a fait que beaucoup de partis ont été écartés? Parce qu'il y a d'autres, on a dit qu'il faut 1500 membres fondateurs. Il faut couvrir tout le territoire. On ne peut pas créer un parti politique seulement à Cotonou. Et on n'a pas des militants au Djougou, dans le, comment vous l'appelez, au nom de l'autre, à Kandi. C'est ce qui a permis qu'on a vu que des gens sont seulement installés, seulement pour Cotonou, qui sont leaders politiques, mais ils n'ont pas pris tout le territoire. C'est ce qui a fait que certains ont été écartés. Mais qu'est-ce qui a poussé Talon? Bien sûr, il y a eu des erreurs, il y a certaines choses que Talon a fait, mais c'est eux-mêmes, Talon, et si vous, comment le dire, vous êtes en train de dire que Talon ressemble un peu aujourd'hui à Fonya Singbe, je dirais non. Fonya Singbe, il refuse même les négociations. Talon a appelé plus de 2 fois les opposants. Ils sont partis chez lui à la présidence, il a discuté avec eux. À Bâton non plus. Il a dit, oui, moi, voilà, c'est une loi. C'est vous-même qui m'avez proposé la loi, moi j'ai promulgué. Je ne peux pas, si je me permets d'annuler le mien, vous allez me dire que j'ai violé la loi. Allez-y vous-même, vous êtes des députés. En ce moment, ils étaient là. Allez-y négocier avec le président de l'Assemblée. Trouvez-moi, je suis preneur. Je crois que c'est le mot qu'il a dit. Je suis preneur. Plus de 2 fois. Le président de l'Assemblée est allé chez l'autre, là, comment il s'appelle? Yahi Boni. Il a refusé. Yahi Boni ne voulait même pas négocier. Il ne voulait même pas venir à la prison. Aujourd'hui, il fait monter toute la population du Nord. Ce que vous allez comprendre, que Yahi Boni voulait utiliser un système Nord contre Sud. Tous ceux qui ont manifesté, la plupart, vous allez comprendre que ce sont les gens de Kadjengou, ce sont des gens qui l'ont fait venir du Nord. Ce n'est pas tout Cotonou qui a manifesté. Akpakpa n'a pas manifesté. Il n'y a que Kadjengou. Dans le secteur de Talon seulement qui a manifesté. D'accord, Marcel. Le mot d'ordre. Merci, Marcel. Je crois qu'on va revenir à vous tout à l'heure. On revient dans le sud avec notre ami Yves Kenao. Alors, mon cher Yves, est-ce que nous pouvons parler d'une grave atteinte à la démocratie pour l'opposition au niveau des législatives au Bénin? Parce qu'il y a plus de 250 partis. Voilà. Oui, on peut dire, de coup de vue direct, on peut dire que c'est une violation flagrante à la démocratie, enfin une atteinte portée à la démocratie béninoise, dans la mesure où le Bénin a été toujours vu comme un pays de démocratie par excellence en Afrique occidentale, surtout. Voilà que, bon, tout le monde a chanté le Bénin et qu'il est difficile aux Béninois de comprendre que ce qui arrive dans d'autres pays, c'est ça qui leur arrive. Bon, il fallait s'y attendre, parce que l'histoire récente africaine a montré que tous les nouveaux présidents venus au pouvoir ont élu démocratiquement, ont à la fin, d'une manière ou d'une autre, agi de la même manière que ceux qui étaient là et que nous accusons
comme nous appelons dictateur. C'est-à-dire qu'on utilise les mêmes armes, la Constitution, le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, pour rendre la vie difficile à leur opposition. Le cas de la Guinée est là, le cas de la Côte d'Ivoire est là, le cas du Sénégal est là, et voilà que Talon, le tout dernier élu, vient de nous montrer encore une fois qu'il peut utiliser les armes modernes de la démocratie pour tordre le cou à la démocratie. Là, je sais que Talon, en arrivant, a dit aux Béninois que lui va faire des réformes. Et ce qu'il est en train de proposer, c'est toujours dans les réformes. Mais il faut trouver un moyen pour faire avaler ces réformes-là aux Béninois. On nous dit ici que le plan de Talon est de réviser la Constitution à sa guise et que cette Constitution inédite vise à supprimer toute possibilité de faire barrage au président Talon et à son gouvernement. Moi, je ne lis pas ça comme ça. Talon a proposé un mandat, un seul mandat. Et il a essayé de faire passer cela par l'Assemblée, ça n'a pas marché. Maintenant, par une révision de la Constitution, ça n'a pas marché. Donc maintenant, il trouve un autre moyen de faire réviser cette Constitution et lui permettre d'insérer que le président est élu pour un mandat, pour un seul mandat. Un point tiré. Et c'est ça aujourd'hui. Bon, il a arrivé quand même à réussir à obtenir ce qu'il veut. Maintenant, avec cette assemblée qui est en majorité en sa faveur, il lui serait beaucoup plus facile de se mettre sous la barrière de la CEDEAO et de dire que la CEDEAO demande maintenant de faire plutôt les révisions constitutionnelles par l'intermédiaire des assemblées. Et comme cela, bon, s'il ne continue pas à vouloir être... Et là, le danger c'est quoi? C'est que même si on arrive à changer cela, ça veut dire que tout est remis à zéro. Et le 1 là qu'il a fait ne va plus compter. Donc il va faire le 1 là et puis il va partir. Ça lui fera alors 2. Alors que ça sera 1-1 pour les autres. Bon, mais je dis encore une fois, les Africains doivent faire extrêmement attention. Ce n'est pas quiconque qui vient de l'extérieur qu'on dira, oh, il est de la communauté internationale. Il faudrait que nous lisions à travers les lignes. Quand les moments de campagne arrivent, qu'on lise à travers les lignes pour éviter l'erreur du Bénin, par exemple. D'accord. Merci, mon cher Kenao. Je pense que si nos chers panélistes ont quand même ajouté quelque chose, sinon on va passer sur la deuxième rubrique de notre sujet. Je ne sais pas si le professeur veut dire quelque chose avant qu'on ne passe, ou bien Classio, ou bien notre ami Jean-Paul Omoulou. Est-ce que vous voulez dire quelque chose avant de passer? Oui, l'essentiel est dit. Les réformes doivent être consensuelles, non unilatérales. Sinon, il a trouvé un moyen astucieux d'aboutir à ses fins et c'est nuisible pour la démocratie. Il va faire beaucoup de frustrés et c'est une bombe à retardement. Donc c'est des ingrédients qui préparent une implosion sociale et je crois que M. Talon doit se comporter plus, comment dit-on, plus sagement, montrer qu'il est un homme cultivé, un homme digne et que c'est sur la base de la confiance que les Béninois l'ont élu. Sinon, ses comportements jusqu'à aujourd'hui prouvent qu'il veut neutraliser toute l'opposition, y compris ses grands alliés qui l'ont soutenu financièrement et avec leur électorat pour qu'il soit président aujourd'hui. C'est ingrat de sa part. Il faut qu'il se ressaisisse avant que cela ne soit trop tard parce que les Béninois sont un peuple un peu plus mûr que le peuple togolais. Ils sont prêts à tout pour conserver leur démocratie, je pense. D'accord. Alors, professeur, de votre côté, rapidement. Alors, oui, professeur. Oui, mais c'est plutôt Classio de l'autre côté. Bon, je voudrais dire tout simplement à notre frère Kodi que, bon, cette même loi que notre Patrice Talon est en train d'utiliser pour faire la répression politique aujourd'hui, cette même loi pouvait être utilisée contre lui aussi. Et bon, le peuple n'avait pas voulu certaines choses. Vous savez, quand on cherche une stabilité politique dans un pays, bon, sauvé par le Bénin, un pays comme le Bénin,
on cherche à la continuité de la chose et non une rupture pour agencer avec des choses qui peuvent engendrer tellement de frustration dans un pays. Aujourd'hui, il faut être africain et dire la vérité aux Africains. Talon est en train de semer une frustration, comme vient de le dire notre ami, qui constitue une bombe à retardement pour la démocratie béninoise. Il ne faut pas trouver des excuses, des explications de droit, comme le fait notre sulfureux Gilbert Bahara au Togo, pour pouvoir Non, il faut qu'on arrête cela. Talon a fait une erreur grave. Il faudrait que les jeunes Africains puissent se lever aujourd'hui pour dire à Talon, nous avions tellement confiance en toi, mais ce que vous êtes en train de faire est tellement grave pour le continent africain. Moi, j'ai failli même comparer Thomas Sankara à Patrice Talon lorsqu'il faisait les campagnes pour arriver au pouvoir à cause de ses paroles. Il faudrait que les Africains comprennent le sens de la parole. Même dans la Bible, la parole, c'est la vie. Et quand tu dis autre chose à un peuple, tu viens au pouvoir et tu commences par faire d'autres choses à cause de l'intérêt, je pense bien que ça nuit gravement notre continent africain. Il faudrait que ça cesse. D'accord. Merci. Alors, professeur, je pense qu'on va aller directement sur la Côte d'Ivoire si vous n'avez pas quelque chose à dire sur le Bénin pour se contenir dans notre programme. Alors, Monsieur Alassane Ouattara s'est à nouveau prononcé sur la question du troisième mandat et réitérant sa volonté donc à donner le pouvoir à une nouvelle génération. Alors, voilà ce qu'il dit. Je n'ai jamais occupé un job plus de 6 ans et ça fait 8 ans que je suis à la tête de ce pays. J'ai toujours cru qu'il faut un renouvellement de génération. Alors, est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, avec ce que M. Ouattara a dit, parce qu'il a dit qu'au moment venu, il va encore prendre une décision, mais il est en train de contacter certaines personnes. Alors, professeur, quelle est votre analyse? Oui, c'est simple. Vous vous souvenez de ce que M. Ouattara a fait à M. Bédié il y a de cela 1 an. Lorsque Ouattara, sans avoir consulté Bédié, a mis Bédié devant le fait accompli, il a dit qu'il demande à son grand frère Bédié de le joindre afin qu'il puisse passer la main à la nouvelle génération. Ce que Bédié a rejeté parce que Bédié, il est encore jeune pour continuer. Donc, le flou que Ouattara entretient, c'est que si Bédié tient à aller aux élections, Ouattara ne va pas partir. C'est ça le problème du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Mais si Bédié cherchait un dauphin, Ouattara va partir. Maintenant, les consultations qu'il est en train de mener, il ne veut pas qu'après avoir renoncé à se présenter pour un troisième mandat, Bédié puisse aller se présenter. C'est ça que Ouattara ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je ne sais pas ce que Bédié aurait pu lui faire pour qu'il ne puisse pas vouloir que Bédié soit là quand lui n'est pas là. Ça, moi, je ne sais pas. Alors, il faut aussi penser à l'occasion Gbagbo, parce que Gbagbo va rentrer chez lui, il va vouloir être là. Ce que moi, je dis, Ouattara n'a qu'à être sincère et clair. Il n'a qu'à inviter ses grands frères Gbagbo et Bédié. Ils n'ont qu'à s'asseoir et vraiment essayer de laver leur linge sale et clairement en public, ensemble, faire une déclaration pour ouvrir la voie à la jeunesse qui attend. Parce que la jeunesse ne peut pas attendre pendant trop longtemps. Elle attend, il faut lui permettre de gouverner aussi. Donc, Ouattara, il peut être sincère, mais sa sincérité sera à rude preuve parce que dès que Bédié va annoncer sa candidature, Ouattara risque de se rétracter et il va vouloir revenir être candidat. C'est ça qui me fait un peu mal. Moi, je ne comprends pas pourquoi cela se fait, mais c'est ce qui se passe. Donc, si Ouattara est rassuré que Bédié ne sera pas candidat, il va être clair. Bon, maintenant, je ne vois pas pourquoi cela est ça, je ne sais pas, sa condition, moi, je ne comprends pas. Donc, est-il dit qu'il attend que Bédié soit clair? Je ne sais à quel moment Bédié sera clair, mais jusqu'alors,
il n'a jamais été. Et on attend toujours de voir si Ouattara partira, même si Bélier voulait être candidat. Ça, je ne sais pas. Mais je suis convaincu que si Bélier est candidat, Ouattara ne va pas partir. D'accord. Il va vouloir faire un mandat. Merci, professeur. Alors, Marcel, est-ce que vous voulez vous prononcer sur le cas de la Côte d'Ivoire? Rapidement. Non, oui, la Côte d'Ivoire, tu sais, c'est vraiment un cas préoccupant parce que ce que disait tout à l'heure le professeur, tu sais, ce sont tous ces leaders-là, Alassane Ouattara, Bédié, Gbagbo, ce sont des gens, ils se sont fait des alliances. Alassane avait fait des alliances entre-temps quand Bédié est avec Gbagbo. Tout ce qu'ils ont dit, on a compris. Après, tout Gbagbo a fait des alliances avec Bédié, qui veut faire aujourd'hui des alliances avec Bédié, les gens de RP qui vont voir Bédié pour s'allier contre Ouattara. Bon, ces gens-là, comme disent certains Ivoiriens, cette vieille garde-là, les Gbagbo, les Bédié, je crois que Bédié, lui, il est frappé par l'âge. Bédié, selon leur concession, Bédié est frappé par l'âge, il peut être candidat. Oui, mais donc, dans la nouvelle constitution, il n'y a plus une question d'âge. Cette nouvelle constitution, on ne parle plus d'âge. Hein? Mais Bédié a le voyage aujourd'hui. Est-ce que Bédié a encore pu gouverner? Surtout qu'il a été. Oui, mais entre Bédié et puis M. Alassane Ouattara, c'était dit que M. Alassane Ouattara devait passer quand même la passe, devait faire la passe à M. Bédié. Ça a été signé dans leur accord. Le professeur nous a dit. Les accords n'engagent que les signataires. Bien sûr, aujourd'hui, la politique a changé, la donne a changé. La donne a changé, c'est ce qu'on va comprendre qu'il y a déjà un joker qui sort comme Guillaume Soro. Vous voyez déjà si Bédié commence à côtoyer, ou bien Soro commence à côtoyer, et Guillaume Soro, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui se place. Peut-être c'est ce que Alassane ne veut pas. Que commence son défunt, son propre défunt, maintenant, comment à le quitter, et va maintenant avec Bédié. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Peut-être c'est là où il aura le problème. Mais Alassane aussi, refusant de ne pas partir, est-ce qu'il n'y aura pas une autre guerre? Déjà, à voir les pros, comme on appelle Soro, ils sont agités. Allez sur leur plateforme, vous allez voir comment ils sont agités. Les pros, les gens qui s'attaquent entre eux, les empoignades, les pro-Gbagbo sont divisés. Mais le âge est de... Bon, tout cela, les gens, c'est un problème d'intérêt. Vous savez, moi je pense qu'il faut que les trois là, Gbagbo, même les gens disent qu'ils n'ont qu'à revenir, être président de la pays. Ça, c'est du jeu, ça, ils n'ont qu'à laisser ces histoires. C'est du passé. Tous, ils ont goûté au pouvoir. C'est fini. Et là, c'est la jeunesse passée. Bon, merci, Marcel. Alors, avant de revenir dans le studio, je pense qu'on va aller avec Jean-Paul Omoulou et après avec M. Classio pour ce même sujet. Alors, Jean-Paul, concernant la Côte d'Ivoire, quelle est votre vision, sinon votre lecture? Moi, je dirais que dans le cas ivoirien, j'ai toujours été pro-Gbagbo et je continue de l'être contre Ouattara et Soro. Et même si Soro feint d'être repenti, de regretter certaines choses, je dis que non, il a commis des malheurs, des drames irréparables. Et chaque jour qu'il part, il s'enfonce de plus en plus. Il révèle beaucoup de choses qui condamne Ouattara, mais qui le condamne d'abord lui-même. Quand il dit par exemple que si ce n'est pas lui qui a pris les armes, Ouattara ne serait jamais président. Donc ça prouve que ouais, ils sont de connivence dans tout le drame humain que la Côte d'Ivoire a connu, un drame humain atypique avec autant de morts. Et si je prends le cas précis du charnier de Doueke où en une nuit, 1 millier de personnes ont perdu la vie et personne n'en parle. Et pour 100 morts à Bobo, Gbagbo est traîné devant la CPI. Bon, moi je trouve qu'il y a une justice des vainqueurs, mais au-delà de tout ça là, moi je crois que la nature paie cash pour tous nos actes commis. On dit qui tue par épée périt par épée. Ouattara est venu d'une manière au pouvoir dont il doit quitter, selon les lois de la nature, sauf s'il se protège jusqu'à mourir au pouvoir comme Eyadema l'a fait au Togo. Mais quand Eyadema le fait ainsi, le poids de sa culpabilité retombe sur Faure Gnassingbé qui ajoute les crimes de son père à ses propres crimes. Donc c'est une suite, ça continue, c'est une suite infernale, ça ne finit pas. Et ce qu'il faut à un moment donné, c'est d'être sincère avec le peuple et dans le cas de Ouattara, reconnaître qu'il n'a pas bien agi en prenant le pouvoir dans un bain de sang
reconnaît qu'il s'est associé avec les puissances occidentales pour recoloniser la Côte d'Ivoire et faisant tellement de victimes au rang desquelles Gbagbo, qui injustement est déporté à la CPI et qui aujourd'hui est devenu un apatride. La moindre des choses serait de discuter franchement avec Gbagbo, d'obtenir une vraie réconciliation des Ivoiriens. Je crois que si Gbagbo revient et dit aux Ivoiriens de ne pas se venger, ils vont entendre raison. Mais tant que cela n'est pas fait, les gens trouvent seulement l'occasion de retourner le mal que Ouattara leur a fait. Et les gens sont prêts à prendre les armes pour se venger, surtout quand c'est Dozo, des illettrés, des sauvages qui sont venus de partout et qui règnent en maître sur les terres ivoiriennes, qui exploitent de vastes champs de café, cacao et d'EVA au détriment des propriétaires ivoiriens. Mais c'est un profond sentiment d'injustice que les Ivoiriens ne digèrent pas. Ils ne digèrent pas. Il suffit de suivre les commentaires sur les pages ivoiriennes, Fes Magazine, Rumeurs d'Abidjan, et vous verrez comment il y a de la haine dans l'air. C'est une haine électrique qui peut s'embraser à tout moment. Et venant à son désir de quitter ou non, moi je dis qu'il ne quittera pas parce qu'il ne veut pas d'abord être le seul criminel de la sous-région. Donc il a tout fait pour maintenir Faure Gnassingbé au pouvoir. Bon, on ne va pas revenir sur ce dossier. Je crois qu'on va revenir sur le Togo tout à l'heure. Moi, je l'ai attaqué 2 fois dans des vidéos que j'ai faites et où il dit que dans notre constitution, la phrase dans aucun cas n'est pas bienvenue. J'ai dit, il est qui pour lui faire relever qu'on saute un verrou que le peuple à 97% s'est accordé pour placer dans sa constitution? On va revenir sur le Togo tout à l'heure, Jean-Paul. On reviendra sur le Togo tout à l'heure. On revient sur le Togo tout à l'heure. Voilà, oui, justement, donc, voilà, et puis la deuxième fois, je l'ai toujours attaqué pour lui dire que il n'est pas sincère avec lui-même. Et il n'a tenu aucune de ses promesses qu'il a faites au peuple ivoirien. Et même, excusez-moi, les Dioula qui se disent pro-Ouattara et qui ont construit des cabanes dans les enclavures d'Abidjan, ont vu leurs cabanes du jour au lendemain cassées et ils sont devenus des sans-abri, les gens dorment dans les cimetières. Donc, toutes ces situations, elles là, et les gens découvrent du jour au lendemain qui est Ouattara, effectivement. Et moi, je crois qu'il y a un fait, peut-être anodin, mais qui signifie beaucoup. Blaise a été chassé du Burkina. Et Blaise a été celui-même qui a favorisé la prise de pouvoir par les armes à Ouattara. Bon, Ouattara perd le pouvoir aujourd'hui. Ça veut dire que pour Blaise aussi, il n'y a pas de sécurité. Donc, ce qui est sûr, Blaise, il a encore des bras longs. Il trouble encore les choses de loin au Burkina Faso. Donc, ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour que le pouvoir de Ouattara ne chute pas. D'accord. Et Ouattara qui a dit qu'ils vont passer la main. Moi, quand j'ai suivi son discours, j'ai constaté qu'il ne l'avait pas préparé. C'était improvisé. Et il était sous le coup de l'émotion. D'accord, on va quitter. Ce discours passé. Et puis à un moment donné, les Africains étaient trop contre lui. Donc il fallait dire quelque chose pour calmer les ardeurs. Donc beaucoup l'ont félicité. Et du jour au lendemain, il étudie la possibilité d'un 3e mandat qui n'est pas, selon lui, exclu. Vous voyez? Donc, un comportement de mesquin, un comportement de voyou à la tête de l'État qui pense qu'il est arrivé, il a plein pouvoir et qu'il peut disposer de la Côte d'Ivoire comme bon lui semble. Non, il se trompe. Il est assis sur une poudrière. Je crois qu'il doit prendre les choses en main maintenant, créer les conditions d'une véritable réconciliation pour qu'après son pouvoir ne soit pas un règlement de compte contre lui. Merci Jean-Paul. Je pense que vous parlez d'une réconciliation. On espère que M. Ouattara pourra se réconcilier, sinon imposer une réconciliation avant de rendre le tablier. Alors, M. Classier Kotoglo, l'on s'interroge toutefois si tant est que M. Ouattara ne veut pas briguer un 3e mandat, par quelle alchimie le président Ouattara attend-il donner le pouvoir à une nouvelle génération?
dans un système démocratique où les résultats des élections ne sont pas connus d'avance, ne sont pas connus d'avance, en dépit des sondages et autres pronostics, Monsieur Cassio? Oui, vous serez surpris que je vous informe ce soir que Ouattara passera le pouvoir à Guillaume Soro sans protocole. Vous savez, la Côte d'Ivoire, comme dans certains pays que nous venons de citer, Bénin, le Togo, c'est quand vous ne donnez pas l'importance à la parole, c'est que vous créez des crises. Et c'est la même chose qui se passe encore aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous avez voulu venir au pouvoir avec la force. Vous avez donné des moyens qu'il faut à des gens pour tuer des gens pour que vous puissiez arriver au pouvoir. Et lorsque vous donniez de l'ordre à ces personnes, vous leur avez fait des promesses. Vous leur avez dit qu'après moi, vous serez le prochain président. Et c'est ce que Guillaume Soro est en train de réclamer aujourd'hui. Vous m'aviez dit de prendre les armes et de chasser quelqu'un. Maintenant, j'ai chassé la personne. Vous m'aviez dit 10 ans. J'ai attendu. 10 ans finissent. Et puis ensuite, vous voulez jouer avec moi. Non. Je sais où on prend les armes. Et je sais comment aussi amener un président qui est de nulle part au pouvoir. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume Soro pour que je le pousse d'ailleurs pour qu'il puisse réaliser ses rêves, même s'il faut casser les baraques pour que Guillaume Ouattara puisse comprendre que la parole est très importante pour les Africains. Moi, j'encourage Guillaume Soro à aller, et je demande même à Bédier et même aux autres, comme l'autre qui l'a chassé, de le pardonner et de lui donner les moyens qu'il faut, de lui donner la puissance pour pouvoir prouver à Ouattara que on ne donne pas, quand on donne une parole, on respecte la parole. C'est la même chose au Togo. Quand vous dites quelque chose au peuple, vous respectez la chose. Donc, moi je vous dis carrément ce soir que je suis derrière Guillaume Soro et que je fais tout pour que Guillaume Soro puisse arriver au pouvoir en montrant à Ouattara que la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas et que vous avez fait tuer les gens. On peut aussi encore tuer aussi, toi aussi, pour arriver au pouvoir. Donc, arrêtons que cette scène se passe d'abord pour que nous puissions tirer une conclusion. Et j'encourage Guillaume Soro ce soir pour cette démarche de paix et de réconciliation, son pardon qu'il demande au peuple. Et je l'encourage même ce soir à faire tout pour pouvoir rencontrer son père. D'ailleurs, il a dit quelque part que quand un père me refuse, un autre père que j'ai chassé peut encore m'accepter. De faire tout pour rencontrer Laurent Gbagbo, lui présenter ses excuses et de continuer la politique de pardon. Le peuple, si vous voyez partout où Guillaume Soro passe aujourd'hui, vous voyez que le peuple veut vraiment que Guillaume Soro puisse être rétabli dans ses droits. Alors, il n'a qu'à le faire et rentrer dans cette démarche. Si possible, opportunité, prendre les armes pour chercher Ouattara, c'est ça. Il faut le faire d'abord. Nous allons tirer la conclusion après. D'accord. D'accord. Merci, Cassio. Alors, Monsieur Yves Kenao, rapidement dans ce studio. Monsieur Yves, vous avez écouté vos amis, vous avez écouté aussi d'autres personnes. Bientôt, le président Gbagbo arrivera en Côte d'Ivoire. Bientôt, Blé Goudé arrivera en Côte d'Ivoire. Mais au vu de tout ceci, la CPI les libère. Qui va maintenant payer les crimes qui ont été commis, les 3000 personnes qui ont été tuées? Qui va prendre la responsabilité, M. Kenao? Rapidement. Voilà tout ce que je peux dire. J'attends le jour des élections de ne pas voir le nom de Alassane Dramane Ouattara avant que je... Il veut qu'on l'appelle Alassane Ouattara. Ah, ok. Donc, je l'appelle monsieur le président Alassane Ouattara. Si je ne vois pas le nom de Alassane Ouattara sur le bulletin de vote... Sur la liste des candidats? Sur la liste des candidats. Non, le jour du vote même. Là, je dirais qu'il a tenu à sa parole. Parce que s'il veut quitter, on n'a plus besoin de lui poser cette question.
Odobile a dit qu'il est temps de laisser la main à la jeunesse. On n'a pas besoin de lui poser cette question, il doit mettre ça en œuvre. Mais connaissant les Africains, je peux dire tout simplement que Ouattara n'attend que la CPI. Si Gbagbo doit rentrer, Ouattara va dire « je ne quitte pas le pouvoir ». Quelle est cette raison qui va amener M. Ouattara pour dire qu'il ne va pas quitter le pouvoir alors qu'il a déjà dit qu'il va remettre le tablier à la jeunesse? Un instant. Parce que Ouattara dit que quand il parle... Si Gbagbo rentre, que Gbagbo veuille ou pas, il sera candidat. Je ne dis pas sur l'opinion internationale. Bon, je m'en fous de l'opinion. Dans ce cas-là, je néglige l'opinion internationale. C'est une nouvelle constitution, donc n'importe qui peut être candidat. Donc si Gbagbo rentre aujourd'hui, même si Gbagbo dit je ne veux plus faire de la politique, les Ivoiriens vont lui dire fais-la. Nous voulons de toi le président. Donc Ouattara se dit ah, moi Ouattara, j'ai chassé Gbagbo. Gbagbo va devenir président ou en Côte d'Ivoire. Et moi je suis ancien président. Il se voit déjà devant les barreaux. Est-ce que Ouattara a chassé Gbagbo? Indirectement, Ouattara a chassé Gbagbo. Puisque ceux qui ont chassé Gbagbo ont dit à Ouattara de venir occuper la place de Gbagbo. Voilà. De deux, je voudrais que les Africains fassent beaucoup attention sur le jeu de Guillaume Soro. Les Ivoiriens, en fait, ne pardonnent pas Guillaume Soro. Les Ivoiriens, en fait, n'aiment pas Guillaume Soro. Mais comme c'est Guillaume Soro qui peut chasser Ouattara du pouvoir, on fait semblant qu'on le pardonne, on fait semblant qu'on l'aime. C'est la lecture que je fais. Donc, ça voudrait dire tout simplement que, à un moment donné, si Ouattara sait que Guillaume Soro est devenu dangereux, très dangereux, je crains qu'il ne cherche à l'éliminer physiquement. Je crains cela. Bon, maintenant, le pardon du peuple, c'est que moi je vois très difficile. Mon souhait serait que le peuple ivoirien puisse pardonner. Et à l'heure actuelle, Ouattara n'a pas une porte de sortie comme Fort Gnassingbé. Ils n'ont pas de porte de sortie. Où est-ce que Ouattara va aller? Il dit qu'il n'est plus président. Les Ivoiriens vont demander à ce qu'on juge Ouattara. S'il part à l'étranger, les Ivoiriens vont lancer un mandat d'arrêt international contre lui. Il n'a pas un lieu, il n'a pas de moyens. Il n'a pas une porte de sortie. Donc, je trouve que Ouattara va dire, bon, je vais partir. Même quand monsieur le professeur dit qu'il ne sait pas ce que... aussi qu'il peut réfixer la Constitution pour quand même se faire protéger? Pour te donner une porte de sortie. Voilà. Maintenant, ce que le professeur dit, qu'il ne sait pas ce que entre Ouattara et Bédié. N'oubliez pas que c'est Bédié, en 1999, a refusé à Ouattara d'être candidat qui n'est pas ivoirien. Ça, c'est un point que Ouattara n'oublie jamais. C'est pas vous qui le dites, mais à la page de son livre, voilà. Le chemin de ma vie. Il ne va jamais l'oublier. Il ne va jamais l'oublier. Donc, il se dit que si aujourd'hui je laisse encore Bédié devenir président, Bédié peut me payer ça encore. C'est qu'il est sur... Il va me faire payer ça. Ça. Sur plusieurs plans, Ouattara n'a pas de... C'est qu'il n'a que des ennemis. Donc vous voulez dire que Bédié est rancunier? Tout à fait. Non, il n'est pas rancunier, mais en politique, ça se paie. En politique, ça se paie. C'est la même chose que Guillaume. Guillaume va lui dire que tu n'as pas tenu ta parole quand tu m'as dit qu'après toi, c'est moi. Du côté de Guillaume aussi, il est en danger. Du côté de Bédié, il est en danger. Du côté de Gbagbo, il est en danger. Du côté des familles des morts, il est en danger. Où est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Là, je demande vraiment que les gens réfléchissent, que lui-même il réfléchisse. Bon, je pense que la meilleure façon, c'est de dire que je ne serai pas candidat. D'accord. Il serait beaucoup plus facile qu'on le pardonne quand il va dire qu'il ne sera pas candidat que de se faire battre ou de se faire chasser. Je m'arrête là. Merci, mon cher Kenao. Alors, professeur, si vous avez quelque chose à dire, sinon, on va essayer de partir en Guinée avec notre ami Alpha Condé. Et il faut comprendre qu'au niveau de la Guinée, les Guinéens sont beaucoup inquiétants. Ils parlent de la tentative du troisième mandat du professeur Alpha Condé. Et ils disent que l'opposition multiplie donc les manifestations à Conakry. Elle craint aussi que le président refuse de quitter le pouvoir en 2020 à la fin de son deuxième mandat. Et dernier quinquennat, alors
Professeur, quelle lecture faites-vous de notre ami, le président, M. Alpha Condé, qui est tout récemment allé en Côte d'Ivoire voir M. Le président Alassane Ouattara? On tente réellement qu'il y a une petite tentative. Mais il ne veut pas en parler. Il ne veut pas du tout en parler. Oui, mais vous vous souvenez que, je pense qu'il y a de cela un an, lors d'une interview que M. Condé a accordée à une journaliste, je pense, de TV5, oui, je pense bien, il comparait, bon, il était en train de donner l'exemple de Angela Merkel d'Allemagne, comme quoi elle est Premier ministre depuis longtemps, elle est réélue plusieurs fois, pourquoi en Afrique l'homme gêne les gens avec les limitations des mandats. Vous voyez déjà la pensée de ce monsieur. Moi, c'est la déception seulement que j'éprouve à l'égard de ces gens-là. Je me rappelle, en début, dans les années 2000, bon, disons, ouais, vers fin 1998, lorsque, après les élections, l'autre là, Lassana Conté avait accusé Alpha Condé d'avoir voulu prendre le pouvoir par la force et il avait mis aux arrêts. Les grands avocats de ce monde ont accouru au secours de M. Condé parce qu'il luttait pour la démocratie depuis longtemps. Je peux citer Maître Dikouta Diallo du Sénégal. Je pense même que les Agoïbo étaient aussi de la partie. Toute l'Afrique était là parce que c'était la démocratie qui était en jeu, tout ça là. Bon, voilà l'exemple que M. Alpha Condé est en train de livrer. Il est prêt même aussi à commettre des crimes pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Moi, je regrette vraiment, c'est regrettable le comportement de ces gens-là. Moi, je ne comprends pas vraiment pourquoi ils sont comme ça. C'est pourquoi ils ont aidé chez nous à pourrir la situation davantage pour pouvoir se trouver d'alliés dans le mal. Comme je l'ai dit, encouragez-vous dans le bien et découragez-vous dans le mal. Mais ces gens-là, au contraire, ils s'encouragent dans le mal. C'est pour dire que voilà, je ne suis pas le seul à faire ceci. Voilà, l'autre est en train de faire ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, donc moi je vois que les Guinéens sont un peu durs. Je ne suis pas sûr que Condé pourra leur faire avaler la pilule facilement. Et il y aura encore malheureusement des massacres s'il veut s'entêter parce que les Guinéens ne vont pas se laisser faire. Et je crains qu'il y ait encore un coup d'État en Guinée. Parce que là-bas, l'armée n'est pas tellement, c'est pas contrôlée par une seule famille comme dans d'autres pays. Donc, il risque fort de se voir déposé par un coup d'État s'il veut forcer un troisième mandat. Et cela sera une honte pour lui. Moi, j'aurais souhaité, et je lui souhaite, je le conseille d'ailleurs, de tirer la conclusion rapidement et de dire aux Guinéens qu'il va trouver un dauphin, il va partir et comme ça, il sera honoré et les gens vont le respecter. Mais s'il veut se rabaisser au niveau des forts Gnassingbé, ça fait son problème. Il ne faut pas qu'il fasse ça. Je pense qu'il est encore temps pour lui de se dire que non, je ne dois pas tomber dans le jeu là. Je sais que souvent, ce ne sont pas les présidents là celles qui décident. Il y a les profiteurs là, ce que moi j'ai appelé les sycophantes là, les flatteurs qui sont autour là, les marionnettes là. C'est eux qui poussent là. Ils vont dire, je suis prêt à mourir pour vous, si vous laissez le pouvoir, parce qu'ils veulent couvrir leurs crimes. Ils veulent mourir avant Condé. Comme ça, Condé seul va répondre. C'est ce qui s'est passé au Togo. Les gens pensaient qu'ils vont mourir avant Yadema. Voilà, Yadema est mort avant eux, ils ne savent plus où être. C'est ça le problème. Alors, monsieur Condé, si vous m'écoutez, il ne faut pas tomber dans le jeu là. Laissez-les, 2 mandats, c'est déjà fini. Nous voulons vous garder comme un exemple de quelqu'un qui a lutté pendant des années pour venir au pouvoir et il a quitté le pouvoir après son mandat. Mais si vous ne le faites pas, tant pis pour vous. C'est ce que moi je peux dire pour M. Condé. Merci, professeur. Alors, rapidement, Classio, une seule minute sur le cas de monsieur le professeur Alpha Condé. Quels sont les conseils d'usage que pouvez-vous lui procurer rapidement? Condé n'est plus pour moi un président digne africain à partir du moment où le gars déclare que
deux mandats ne sont pas suffisants pour la magistrature suprême dans un pays. Ce monsieur, je lui devais beaucoup de respect, mais aujourd'hui, je pense que le monsieur n'a pas bien lu les pages qu'il enseignait dans l'université. Ce sont ces gens, ces médiocres, qui traînent l'Afrique dans la boue. Il faudrait, à un niveau de notre histoire, commencer par dire la vérité à ces présidents médiocres. Alpha Condé est purement un président médiocre aujourd'hui, à partir du moment où tu ne donnes pas une lueur, un horizon au peuple guinéen de se préparer pour pouvoir te remplacer légalement et dignement. Vous voyez, un président normal est celui-là qui donne l'impression que vous pouvez aussi devenir comme moi. Et c'est ça qui encourage, c'est ça qui ambitionne. C'est ça qui engendre ce qu'on appelle le facteur ambition dans un pays. Et c'est ça qui draine le développement d'un pays. Mais si un président vient au pouvoir et déclare que 3 mandats ne sont pas suffisants pour gérer un pays, alors là, vous voyez qu'on ne peut que placer ce président sur la page médiocre. Et si vous le voyez très bien, il part du Togo sur un champ d'expérimentation avec des méthodes, des principes de répression, et il continue toujours par les appliquer dans les pays. À part le Togo actuellement, ils sont allés au Bénin pour appliquer les mêmes choses qu'ils sont en train de faire. Et si vous ne faites pas attention, ils vont essayer d'appliquer la même chose au niveau de la Côte d'Ivoire. Heureusement que moi, Guillaume Soro est là pour pouvoir retracer les choses. Et c'est la même chose qu'ils vont essayer d'appliquer en Guinée. Alors là, quand est-ce que l'Afrique aura le nom Afrique? C'est là ma question. D'accord. C'est la question là que nous nous posons chaque jour. Donc, pour parler de Guinée et d'Alpha Condé, c'est un non-événement pour moi. Alpha Condé, bon, si les militaires peuvent le déposer rapidement, ce sera très bien, même à la fin du mandat. C'est ça. D'accord. Merci. Je pense qu'on a quand même parlé du cas de la Guinée, mais il faudrait qu'on parle maintenant du gros morceau. Et le gros morceau, c'est bien, voilà, Marcel atteint patiemment, et peut-être qu'il voulait ajouter quelque chose à la Guinée, parce que c'est son ami, votre ami qui est Alpha Condé. Alors, monsieur Marcel, je vous laisse une seule minute. Non, Alpha Condé n'est pas mon ami, mais moi, je le haïs déjà qu'il a fait le jeu avec la coalition. Moi, je ne l'ai pas aimé avec cette déclaration. Quelqu'un dans une interview qui fait des menaces déjà des journalistes, qui gronde des journalistes, qui grogne les étudiants à qui il a fait des promesses de tablettes. Vous allez comprendre. On dirait que le professeur avait déjà eu cette lecture. Moi, j'ai des amis en Guinée qui me disent déjà qu'il y a les peurs qui s'en prennent. Les militaires peurs qui veulent s'en prendre à Alpha Condé lui-même. Et Alpha Condé ne peut pas aller dans le foutage, dans des histoires. Parce que certains maintenant font même dans l'armée déjà font appel à Dadis Camara. D'après la dernière minute, Dadis Camara serait candidat. Parce que les gens sont parce que l'autre là qui est là, l'opposant, on espère qu'il est déjà lui, il est corrompu par Alpha Condé. Il paraît que lui aussi il reçoit les liasses des pieds comme ça, voilà nos opposants. Et que beaucoup, même sa population, même le haït déjà, les gens ne peuvent plus pour. Déjà, c'est ça le problème. Donc les gens peuvent venir, au moins, si Dadis peut revenir ou bien un autre peut venir. J'aurais appris qu'il y a un autre aussi aux États-Unis, un docteur là, aussi qui veut être candidat. Mais les gens ne veulent pas, la population ne veut plus Alpha Condé. Même ils changent de position, ils s'efforcent à aller. Vous allez voir que l'armée va les déposer parce que l'armée, à voir l'armée guinéenne n'est pas l'armée togolaise. Hein, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je ne suis pas d'accord que les Alpha Condé qui disent qu'à Fognassipé de forcer les choses d'aller. Ils ont fait face à les histoires de la CEDEAO. Le président ghanéen voulait bien faire les histoires, les choses, mais quand Alpha Condé et Alassane Ouattara se sont interposés dans ces histoires, mais vous avez vu comment est-ce que nous sommes finis. De toute façon, moi, je serai le premier à prendre les armes contre cet Alpha Condé. C'est un peu... D'accord. Moi, je n'ai pas les moyens.
Merci, et pour le Togo, il faut sauver le Togo d'abord. Merci, on va. Merci, M. Codier. Merci, M. Codier. Je pense qu'on va aller maintenant sur le gros morceau, mais avant d'aller sur ce gros morceau, notre ami Jean-Paul voulait quand même dire quelque chose, mais avant Jean-Paul, il faut dire que M. Alpha Condé, avant de prêter serment, au moment où il prêtait serment, il y a M. Khalifa Sall, qui est le président de la Cour constitutionnelle, il a prononcé une phrase. Il a dit, M. Alpha Condé, gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes. Mais le lendemain, il a carrément enlevé de son pouvoir et il a mis quelqu'un d'autre. Alors, M. Jean-Paul, vos analyses sur le cas de la Guinée. Bon, je crois que Condé est un piètre démocrate, piètre dictateur, parce que il ne fait rien de démocratique et il ne sait même pas jouer au dictateur fin. Comme le fait par exemple Fonya Singbe, où il est très subtil, il ne parle pas, mais lui, il menace les gens ouvertement et dans un langage de cochon, franchement, avec une posture débraillée. Et je me demande comment est-ce que les Guinéens ont fait pour élire ce type-là. Je le dis. Et son comportement dans le dossier togolais, bon, moi, quand on l'a désigné comme facilitateur, j'ai dit, mais notre opposition est tellement si aveugle qu'elle ne voit pas ce qui se déroule en Guinée avant que le soulèvement togolais ne commence. Condé, lui, l'a fait déjà plus de 100 morts dans les contestations de rue. Donc, quelqu'un qui tue son peuple par déficit démocratique, parce que le peuple proteste par déficit démocratique, et quelqu'un qui tue son peuple, vous allez l'appeler pour venir favoriser la démocratie chez vous. Mais vous êtes tombé sur la tête, vous voyez? Et j'ai su d'avance ce qui allait se passer, et c'est ce qui est passé. Donc, les autres ont déjà parlé. D'accord. Le cas d'Addis Camara le prouve. L'armée guinéenne n'est pas l'armée togolaise. Elle va se lever maintenant et faire son putsch. C'est ça. Et il risque même qu'on lui tire une balle dans la tête parce qu'actuellement, il énerve tout le monde. D'abord, son visage tuméfié par l'alcool. Et puis, il n'a pas un regard digne pour représenter le pays de ses couturés. C'est un musulman. Il serait facile d'abattre celui-ci pour libérer la Guinée. Et les Guinéens sont très décidés. Le mal là-bas aussi est que le schéma typique de l'opposition togolaise se trouve reproduit en Guinée. C'est Liu Danlin qui est le chef de file de l'opposition. Tantôt les gens disent ceci. Bon, il est là. Bon, excusez-moi, comme notre Jean-Pierre Fab qui ne convainc pas. C'est-à-dire, il parle, mais ce n'est pas résolu. Vous sentez que c'est quelqu'un qui veut faire bon ménage avec le pouvoir, même s'il n'est pas corrompu, il ne veut pas provoquer le pouvoir pour que le pouvoir jette sur lui ses foudres. Donc, je crois que Condé a intérêt à renoncer à un troisième mandat où il sera déposé. Ça, c'est sûr. D'accord. Merci Jean-Paul. Puisque vous avez la parole, on va commencer sur le Togo, c'est le gros morceau. Alors il faut comprendre que ce pays possède du pétrole en Oxford et aussi du marbre, des atapadites, et puis encore du manganèse, du calcaire, du fer, de la tourbe, de l'or, de l'uranium. Je dis encore de l'uranium. Encore une fois de plus, de l'uranium. Et vous savez ce que c'est que l'uranium. Mais surtout un très important gisement de phosphate qui représente plus de 40% des recettes d'exploitation. Alors Jean-Paul, vous avez vu récemment les réformes constitutionnelles qui ont été mises en œuvre avec près de 29 articles. Monsieur Jean-Paul, quelles sont vos analyses vis-à-vis de tout ce que vous avez vu, vis-à-vis aussi de ces 29 articles? Est-ce que ces réformes-là sont bienvenues pour les Togolais? Bon, d'abord, je ne reconnais pas cette assemblée de moutons nommés qu'on appelle députés parce qu'il n'y a pas eu d'élection le 20 décembre. Et pour être honnête, les gens qui ont voté dans tout le Togo n'atteignent pas 10 000 personnes. Soyons honnêtes, parce que nous avons vu les images.
Aujourd'hui, il y a la technologie de la téléphonie intelligente qui fait que tout ce qui se déroule dans un coin, même reculé du monde, est su dans les minutes qui suivent. Et les caméras ont sillonné tout le Togo. Il n'y a pas eu tellement d'enjeux électoraux. Donc, je parie qu'on peut accorder, si on le fait trop, 5% à ce régime-là. Ces députés auraient été élus et nommés par 5% de la population togolaise. Donc, je ne reconnais pas cette assemblée-là. Et par contre, tout ce que produit cette assemblée est aussi illégal et illégitime. Bon, maintenant, concernant les modifications constitutionnelles, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il avait été proposé 3 amendements. On se retrouve avec 9 articles. Une pagaille qui n'a pas de nom. Et des choses incongrues proposées par des gens qui ont fait le droit. Et surtout le fameux article 75 qui confère une immunité à vie à Faure Gnassingbé qui, après la présidence, est membre d'office du Sénat et représente le 2e personnage de l'État après le président de la République. Il vient même avant le président de l'Assemblée nationale qui est en principe le remplaçant du président de la République en cas de vacance de pouvoir. Et ceux qui se disent députés n'ont pas honte d'orienter la loi suprême sur un seul individu. Moi, je dis d'abord, l'erreur de la Constitution de 92 est d'avoir aménagé Gnassingbé et Adema. Dans un premier temps, quand le texte a été proposé par le HCR, le commissariat de la République, qui était l'organe constituant qui a dirigé la transition, le cortège allait pour sensibiliser. Il a été attaqué parce que Adema n'aimait pas du tout la teneur de cette constitution-là. Et il y a eu des discussions, on l'a aménagé, on lui accorde encore le droit de faire 2 mandats et on lui promet de l'amnistie. C'est des complaisances. Bon, quoi qu'il en soit, une constitution a été votée. Cela a donné goût à Adema qui a su que ce n'était pas bon. J'ai fait pression, ils ont changé pour m'accorder un peu d'honneur. Donc, je peux toujours changer pour faire ce que je veux. Et en 2002, la modification a eu lieu de façon unilatérale. Et le RPT en a fait, le parti au pouvoir en a fait une coutume. Dès que quelque chose ne l'arrange pas, on appelle les gens acquis à la cause de ce régime pour modifier la constitution sur mesure afin que le pouvoir fonce droit sur ce projet machiavélique. Donc, moi, je crois que les députés ont prouvé qu'ils ne représentent pas le peuple, mais qu'ils représentent un parti et leur champion qui est Faure Gnassingbé. Parce que tout est fait pour qu'il règne à vie. Et on dit que les 15 ans que Faure Gnassingbé a fait au pouvoir ne comptent pas. Et on doit remettre le compteur à 0. Ça veut dire qu'il a droit encore à 2 mandats. Moi, je dis que dans une démocratie, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a droit à 2 mandats. Parce que si les élections sont vraiment libres, c'est le peuple qui va décider. Si on vote, tu gagnes, tu fais ton mandat. Tu ne gagnes pas, tu ne présides pas. Mais on te dit il te reste 2 mandats. Ça veut dire que ces 2 mandats, tu les obtiendras sans le peuple. Vous voyez? Donc, je crois que c'est une pagaille. Et nous ne devons pas trop en discuter, sinon c'est nous qui leur accordons trop d'importance. Et faisons-leur savoir que c'est une assemblée illégale et que tout ce qui est voté là est illégal. D'accord. Merci Jean-Paul. Alors, professeur, je pense que vous avez écouté les autres. Nous sommes sur le Togo. Alors, dites-nous réellement, quand vous avez vu cette constitution, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, quoi qu'on veuille ou pas, c'est déjà fait. Et M. Faure Gnassingbé, comme l'a dit notre ami Jean-Paul, a 2 mandats. Correctement, 2 mandats. Alors, professeur, quelles sont vos analyses?
Oui, c'est simple. Monsieur Omolou l'a déjà dit. D'abord, cette assemblée, c'est une assemblée illégale et illégitime. Une assemblée que les Togolais, dans toutes les villes et dans tous les villages au Togo, ne reconnaissent pas ces gens-là. Il faut sillonner les villages, les gens vont vous dire qu'on n'a jamais élu des députés. Sillonner les villes, les gens vont vous répéter la même chose. Bon. Maintenant, si ces gens-là se retrouvent pour aller adopter des réformes, bon, ce que j'ai dit, c'est que peut-être que si ces gens-là qui ont voté pour ces réformes-là, ils se sont rendus déjà compte que dans leur famille, il n'y aura jamais de président de la République, ou bien leurs parents leur ont dit, bon voilà, vous là, vous êtes nos enfants, mais vous n'êtes pas capables de diriger un pays, ne vous approchez même pas, faites tout pour être esclaves et marionnettes d'une famille, c'est leur problème. Mais nous autres, nous les 98% des Togolais, nos parents nous ont bénis. Et nos parents pensent que nous sommes capables aussi de gérer le pays. C'est pourquoi nous demandons que les choses soient faites de façon normale. Alors j'envoie mon message à ces députés nommés là, que c'est la honte qu'ils sont en train de, c'est pas de couvrir, c'est pas à travers de se couvrir, je dirais, à travers les actes qu'ils posent, ça fait leur problème. Et ils vont venir nous dire qu'ils sont issus des partis politiques qui ne sont pas du RPT unis. Je ne vois pas un seul parti dans le groupe là qui ne sont pas du RPT. Autrement dit, ils ne vont pas aller, après avoir consacré les crimes, ils sortent pour chanter l'hymne national comme quoi nous avons commis un crime national, il faut chanter l'hymne pour pouvoir rendre hommage à notre acte, s'il vous plaît. Les gens disent que bon, ils étaient émotionnés parce qu'ils ont travaillé dur pour faire ceci. Je dis, mais ces gens-là, est-ce qu'ils sont aussi Togolais? Parce que de vrais Togolais ne vont pas se comporter comme ça. C'est grave ce qu'ils ont fait, les actes qu'ils ont posés, c'est des crimes. Il y a des gens qui les ont qualifiés de malfaiteurs. Moi, je ne trouve pas de mots pour les qualifier. C'est pourquoi je vais emprunter le même mot malfaiteur pour voir que ces gens-là, c'est des criminels malfaiteurs, c'est des scélérats. C'est des gens qu'il faut juger un jour parce qu'ils ont commis un crime. Ce n'est pas non, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas jouer de la comédie à la tête d'un État comme ça. Nous attendions des choses, voilà, vous allez là-bas et vous faites autre chose et vous sortez, vous chantez l'hymne national. Qu'est-ce que vous voulez? Vous vous moquez des Togolais. De toute façon, moi je dis que ce n'est pas encore grave. Si le peuple togolais veut se montrer indigne, là, ces hommes-là, ce qu'ils ont fait, leur acte indigne sera, c'est pas promulgué en loi. Mais si le peuple togolais veut se montrer digne, ils n'ont fait que faire ce qu'ils ont pu là-bas à l'Assemblée, mais nous allons dire non, et c'est nous qui allons triompher. C'est tout ce que moi je dis. Donc je vais profiter de l'occasion ici pour dire que nous avons rejeté ces réformes-là. Les 98% des Togolais rejettent ces réformes-là. Nous ne les reconnaissons pas et ils n'ont qu'à les ranger dans les placards et nous allons demander que de vraies réformes soient réalisées afin que nous puissions être satisfaits. C'est tout ce que moi je peux dire. D'accord. Alors de l'autre côté, avant de revenir à notre ami Classio, alors M. Codier, est-ce que vous rejetez aussi les réformes? Oh, tout à fait. Tu sais, les réformes, ce qui a été taillé par mes yeux, moi, je ne serais pas quand même. Ce n'est pas aujourd'hui, moi, j'ai commencé à combattre ce régime. Depuis 1990, j'ai reçu même les séquelles. Vous allez sur Facebook même, c'est moi qui ai créé le mouvement Financement doit partir. Depuis 2011 que moi j'ai créé sur Facebook. Ouais, aujourd'hui, ça prend de la peur. Le monsieur là doit partir parce que ça, il le faut, ce régime. Moi, je suis allergique quand je vois les Tchéritama, des arrivistes comme ça, qui disent, qui défendent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils connaissent sur le droit, apparemment, il y a quand même des têtes à l'Assemblée. Les gens ne se prononcent pas. Mais lui seul, il jacasse, il va de gauche à droite, de chaîne, et nous raconte des histoires. Fabre l'aurait attaqué la fois dernière. Qu'est-ce qu'on a les enquêtes? Qu'est-ce qu'on a le mot de Fabre là? Prêtez-moi un peu. Malfaiteurs, ils sont des malfaiteurs. Il s'est agité. Et mon ami Abbas Kaboua, bon, lui, il a fait le faux fuyant.
il n'est pas parti à l'Assemblée, c'est pour venir nous dire que oui, vous m'avez vu voter cette loi, je n'étais pas d'accord. Tu sais, le monsieur était malin et il s'est réfugié dans son daï là chez moi, croyant que lui, il est venu pour m'assiéger. Moi, il ne peut jamais m'assiéger dans ma région. De toute façon, nous allons le déguerpir de là. Parce que, tu vois, des choses comme ça, c'est quelqu'un qui n'est pas de la région, on lui donne un député. Il se permet de dire que oui, moi, ma population, les gens ont quitté le couteau d'Agne pour rester à Lomé. C'est pour son propre peuple qui l'a élu à Dagne, que c'est les Kabyles qui l'ont élu à Dagne. Vous voyez, que les Dagnes ont vidé Dagne, qu'il fallait à Dagne voir tous les intellectuels, les Dagnes sont quittés. Voilà des gens comme ça, on leur dit de voter une loi. Sachant que les choses allaient péter, il a fait fleuve et l'a abandonné, qu'il n'y a pas de siège, qu'ils ne sont pas bien lotis, ils ne sont bien pas logés à l'Assemblée. Non, moi, c'est ce plan. Le cas pour Nyasimbe, là, les réformes, j'aurais déjà écrit sur WhatsApp. D'accord. Donc, je suis persuadé que les députés, là, ils feront un an. Peut-être si Dieu écoute notre là. Mais seulement la Constitution, je ne sais pas si... Est-ce que le taux d'âge, je n'arrive pas, je ne sais pas s'ils ont changé l'âge. Parce que l'ancien truc, là, c'était 45 ans, et 70 ans, 80 ans. Bon, je sais que j'écris sur l'Olympique aujourd'hui, n'est pas, mais comme ils sont en train d'aménager des choses pour j'écris, d'accord. Pardon? Marcel, allez-y rapidement parce qu'on va passer à l'autre. Ils vont faire passer, j'écris. S'ils font passer, j'écris. Moi, je souhaiterais que l'opposition fasse l'unicité. Même si c'est le prêtre là, comprend que celui qui est le père à l'oignon comprend même que les églises, tous, comme les gens ont voulu faire au Congo, quand Kabila, sachant que l'église est en train de préparer quelqu'un contre lui, c'est là il a fait le jeu de Félix Tshisekedi. Moi-même, c'est comment la Kodjuro là. Le monsieur est encore valide, il se promène dans le marché. Si le monsieur mais le monsieur est valide. Malgré son âge, mais si on le produit, il fera seulement déjà 2 ans. On va faire les réformes, refaire tout. On va le laisser reposer, aller faire sa vie. Le monsieur dit qu'il va avoir la démocratie avant de mourir. Comment est-ce qu'elle a été traitée depuis l'Assemblée nationale, le Haut Conseil de l'Assemblée? Comment est-ce que le vieux s'est débattu jusqu'à aujourd'hui? Les gens qui veulent encore tronquer veulent rester éternellement au pouvoir. Voilà que le peuple souffre. Tu as parlé tout à l'heure dans ton introduction, tu parlais du pétrole. On nous a toujours dit qu'il n'y a pas de pétrole au Togo. Pourtant, on vend du pétrole. Nous vendons du gaz au Bénin, au Gabon. Il y a des bateaux qui viennent charger au large du Togo. Tous les officiers sont devenus des trafiquants de pétrole. Pourquoi ils s'attaquent aux petits vendeurs de pétrole là, dans les rues? Parce que c'est pour faire passer leur stock. L'économie, rien ne va. Tous les projets sont à l'eau. Le père des dons, maintenant, on nous accuse que nous sommes des farineurs, que nous avons fariné. Moi, on écrit partie que je fais partie de ceux qui ont fariné les gens à Paris. Oui, je dis, oui, j'accepte. Mais quand des gens comment c'est le monsieur le même, tu sais, il y a certains de RP que je n'arrive pas à garder leur nom. Celui qui a été fariné là. Et Sarkozy, il y a ici François Hollande. Un cyberman. Qui a eu la facilité parce qu'il a créé des cyber partout, on lui dit qu'il est chambre de commerce. Lui, là, il n'est pas compétent. Il peut être chambre de commerce. D'accord, Marcel. Il dit que oui, on voit des choses pareilles. Ce sont des gens qu'on envoie en Europe de venir nous convaincre. D'accord. De venir inviter. On va essayer quand même de vous prendre le temps d'antenne. On va revenir tout à l'heure. Voilà, merci encore une fois de plus, Marcel. Alors, monsieur Classio Kutoglo, joint par RFI, Christian Trumian, ministre des Droits de l'Homme chargé des relations avec des institutions de la République, refuse qu'on dise que cette loi est personnalisée. Alors, quelle est votre analyse, M. Classio? Je suis estomaqué quand vous me parlez de Christian Trumian. Est-ce que Christian Trumian, c'est un nom à prononcer sur cette télévision? Christian Trumian, ce vulgaire, ce sulfureux, ce vendeur, ce tueur des filles au Togo, est-ce que celui-là aussi peut dire quelque chose qu'on peut commenter? Il faut laisser ces genres de choses. Disons, je veux parler d'abord des réformes qui ont été faites. Oui,
nous pouvons dire que l'Assemblée est illégitime, bon, peut-être légale, mais illégitime, et que les réformes qui sont sorties, bon, ne sont pas très bonnes. Là, je suis tout d'accord. Il faut aussi se rappeler que 53 articles ont été proposés entre-temps par l'opposition et que aujourd'hui on nous travaille sur les 29. Sur les 29, il y a 2 articles ou 3 articles qui sont très horribles pour un développement d'un pays. Quand Ford et J.B. Bahara nous parlent aujourd'hui du développement, la paix sociale, la modernité, et il place un article comme article 75. Vous savez très bien que dans un pays, le citoyen copie quoi? Copie celui qui est en tête, le dirigeant. Et quand on protège le dirigeant dans l'impunité, qu'est-ce que le citoyen deviendra? Cet article 75, il suffit seulement de placer le prototype de cet article 75 dans une institution, dans une administration. Il n'y aura pas ce qu'on appelle l'émulation, il n'y aura pas ce qu'on appelle la transformation, il n'y aura pas ce qu'on appelle le développement, et il n'y aura pas ce qu'on appelle envie de progresser. Parce que tu es libre de faire tout. Et là, des gens qui disent qu'ils connaissent le droit nous placent un article comme ça pour caser, pour tout faire, pour faire croire que nous aimons un président. Ça, c'est de la médiocrité absolue dans un pays. Il faut qu'on ait le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, quelqu'un vient me parler des têtes à l'Assemblée. Il y a quelle tête à l'Assemblée? Cette Assemblée, on peut la qualifier purement de l'Assemblée de moutonnerie. C'est une Assemblée moutonne. Quand Agbeome vote à l'unanimité sur ces genres de choses, celui qui a fait l'Assemblée en tant que président de l'Assemblée, et on place l'article 75, on dit un compteur à 0, et quelqu'un vote cela, il y a quelle tête encore? C'est Menyasinde que vous parlez de tête? Quelqu'un qui vend de la drogue internationalement reconnu par son frère et tout. Vous parlez de tête? As-tu les preuves, M. Classio? J'ai les preuves. Ils n'ont qu'à venir. Pourquoi ils ont enfermé Eugène Atika? Je leur dirai. J'ai les preuves de ce que je parle. Et J.B. Bahara sait pourquoi il a demandé à son président fort d'enfermer Eugène Atika. Le temps viendra, on en parlera. C'est pourquoi ils sont en train de faire toutes ces choses-là pour caser les gens. Le temps viendra. Donc, ce compteur à 0, ce que moi je proposerai au peuple et aux leaders, si même on veut faire amener le président fort à bénéficier d'un autre mandat, il n'y a pas question qu'il y ait continuité. Si on veut nous dire qu'on vote une nouvelle constitution pour le Togo et qu'il faut ramener le compteur à 0, il y a ce qu'on appelle la continuité en droit et la discontinuité. Il n'y a pas question que Fort se présente comme son successeur. Ce n'est pas normal. Et le peuple togolais doit comprendre cela pour que nous puissions voir ce que nous pouvons faire très tôt. Sinon, le Togo est en danger, purement en danger. D'accord. Merci, Monsieur Classio. On revient dans notre studio maintenant pour essayer de passer la parole à notre ami Monsieur Kenao. Alors, mon cher Kenao, vous avez vu les articles, vous avez vu quand même à faire votre monologue. Alors, également, on vous donne la parole pour nous dire si vous êtes d'accord avec l'article 75, si vous êtes d'accord avec quelques articles, ou bien vous n'êtes pas d'accord avec quelques articles, et quels sont les conseils que vous prodiguez vis-à-vis de cette réforme que nous voyons devant nous. Voilà, merci beaucoup. J'ai entendu les uns les autres parler. C'est comme si on était encore au 19 août 2017. Parce que moi, je voudrais que sincèrement, nous faisions un recul et que nous voyions ce que nous avons fait, nous tous en tant que Togolais, aussi bien au pays qu'à l'étranger, pour que nous soyons là où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons toujours crié depuis le 19 août
que ceci ne pourra jamais se faire sur la terre de nos aïeux. Qu'on ne peut pas organiser un recensement. Le recensement a été organisé. Oui, tout Qu'on ça, ne nous peut avons pas... vu. Non, attends. On a vu tout ça, M. Kenao. J'arrive. Aujourd'hui, ces réformes ont été faites. Et pourtant, on disait que ces réformes ne seront jamais faites. Est-ce que vous les approuvez? J'arrive. C'est pour te dire que nous n'avons que la bouche pour parler. Mais le UNIR RPT a les moyens pour agir. Et nous parlons toujours, nous disons que ceci-là ne peut pas se faire ou ne doit pas se faire. Et c'est ça, à la fin, qui se fait. Aujourd'hui, nous disons que c'est une assemblée mouton. Aujourd'hui, nous disons que les réformes ont été taillées pour une personne. Aujourd'hui, nous disons que nous n'allons pas respecter ou bien nous n'allons pas reconnaître ces réformes. Et pourtant, dans la réalité, nous sommes soumis à ces réformes. On nous amène à nous soumettre à ces réformes. On les nous applique. Pourquoi ne pas chercher à trouver des moyens pour vider de tout sens ou pour contrecarrer ces réformes ou ces choses? Je vais vous dire une vérité personnelle et une vérité. Dans tout ce qui a été fait comme réforme, rien ne m'a intéressé plus que l'article 75. C'est ça la nouveauté dans tout ce qui a été fait. Donc vous êtes d'accord avec l'article 75 qu'il faut... Plus que d'accord. D'accord. Parce que, je m'explique, cet article n'est pas juridique, il est politique. Parce que le président de la République, s'il commet des actes civiques ou civils, même après son mandat, il est poursuivi. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que Faure Gnassingbé... J'arrive. Non, j'arrive. Ce n'est pas parce que Faure Gnassingbé est président qu'il va aller voler l'argent, mon argent, et quand il n'est plus président, on ne va pas le juger, je ne vais pas le poursuivre. Et concernant les crimes? J'arrive. Concernant les crimes, ce n'est pas parce que Faure Gnassingbé est président qu'il peut commettre un génocide. Vous comprenez? L'article 75 ne veut pas dire que le président, s'il commet des actes civils, on ne peut pas le juger. Cet article ne dit nullement cela. Et de 3, c'est que quand vous prenez politiquement, c'est pourquoi je dis que c'est un article politique. Politiquement, Faure Gnassingbé n'a pas une porte de sortie. Qu'il démissionne aujourd'hui, qu'il n'est plus président, les Togolais tiennent toujours à le juger, puisqu'ils le disent ouvertement. Monsieur Kenao, ouais. Je vous relis l'article 75, ouais. Parce qu'on ne doit pas continuer sans toutefois avoir la lecture de cet article. Monsieur Kenao. Voilà. J'arrive. Voilà, l'article 75 dit que les anciens présidents de la République sont de plein droit membres à vie du Sénat. Ouais. Ils ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés, ni détenus, ni jugés pour les actes posés pendant leur mandat présidentiel. Ils prennent immédiatement rang et présence après le président de la République en exercice dans l'ordre inverse de l'ancienneté du dernier mandat, du plus récent au plus ancien. Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de la République, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité. Monsieur Kenao, je vous ai remis cet article. J'arrive. Par exemple, sur la même voie. Si le président de la République, si toutes les preuves ont été établies que le président de la République a ordonné qu'on vide une banque durant son exercice, je dis bien, le président de la République a ordonné, et s'il y a les preuves qu'il a vidé une banque, il peut être jugé même après son pouvoir. L'article là ne dit pas que le président est ceci-là. Non. Bon, maintenant, politiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
pour des gens qui pensent, qui ont mal fait, et qu'on va les juger, nous sommes africains, il y a des gens qui disent, bon, que je quitte ou que je reste, on va me juger, on va me condamner à mort ou on va me trimballer dans la boue. Je préfère rester là jusqu'à ce que je ne meure. Si je meurs après ma mort, tout ça là, ça ne me regarde pas. Et je pense que la peur même qui gagne Faure Gnassingbé à l'heure actuelle, c'est ça. Et pourquoi j'ai salué, je continue pas à saluer cet article, c'est qu'à l'heure actuelle, dans la tête de Faure Gnassingbé, c'est que c'est un ouf de soulagement. Oh, enfin, j'ai une porte de sortie. Je peux quitter maintenant. Et je vais rassurer les Togolais que les tests sont des tests. Un président qui arrive et qui a une assemblée et qui a une majorité à l'assemblée peut modifier ce test-là du jour au lendemain. Donc, je demande aux gens de donner la chance quand même à l'alternance. Acceptons ce peu-là. Il n'est pas parfait. D'accord. Il n'est pas parfait. Acceptons ce peu-là et cherchons à le parfaire. Et comme ça, si on a l'alternance, nous pouvons nous-mêmes créer les réformes que nous voulons. Je vous dis, je signale à ceux qui ne savent pas, pour la petite histoire, pour nos jeunes frères qui font la politique récemment, en 91, le feu Gnassingbé Yadema devrait quitter. Mais à la conférence nationale souveraine, le président n'entend que le mot. Nous voulons que le président de la République Yadema vienne ici. Nous allons le juger. Il va rendre compte. Nous allons le juger. Et le gars a coupé même la retransmission. Et pour la petite histoire, pour les Togolais qui aiment bien nous rappeler la démocratie ghanéenne, pour tous ceux qui savent comment Ron Lis est arrivé au pouvoir. D'accord, je pense que... C'est très important ceci-là. Dans toutes les constitutions, les plus grandes constitutions, en France, cette immunité présidentielle est là. Aux États-Unis, elle est là. En Angleterre, elle est là. Au Ghana, elle est là. Au Sénégal, elle est là. En Rwanda, elle est là. En Burundi, elle est là. Et dans tous ces pays-là, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a les alternances. Il y a la cohabitation entre les anciens présidents et les nouveaux présidents. Pourquoi le Togo toujours veut faire une exception? Et quand ça ne marche pas, on dit qu'au Togo, il n'y a jamais eu alternance. Pourquoi autour, il y a alternance et au Togo, il n'y a pas alternance? Parce que le Togo ne veut pas faire comme les autres. Et on a mis seulement cet article. Et juste à cause de cet article, les Togolais sont prêts à laisser filer encore l'occasion de l'alternance. Et demain, on va encore accuser. Donc vous demandez aux politiciens, comme vous l'avez dit, de donner la chance. Ce n'est pas parfait. Quel genre de politiciens? Tous les politiciens de tous bords. Que ce soit UNIR, que ce soit la C14, que ce soit l'UFC ou l'ANC, au moins donnons la chance là à ces réformes. Voilà. Je crois qu'on n'a plus assez de temps, mais il y a Monsieur Classio. Vous avez une seule minute, Monsieur Classio. Rapidement, oui. On va passer quand même la parole à tout le monde, une seule minute. Oui, voilà, allez-y. Je voudrais juste dire à Monsieur Kenao de ne pas faire le perroquet de Jibé Bara. Non, ça c'est personnel, je t'ai rappelé que c'est personnel. Non, je dis à M. Kenao de ne pas faire le perroquet de Jibé Bara qui lit avec des yeux à l'envers les articles des immunités. Lisez l'article là. Où est-ce qu'on a dit que le président ne peut pas être poursuivi? Je crois qu'on n'a pas assez de temps, sinon, allez-y monsieur, rapidement. Non, il faut me laisser aller. Il faut rien inventer, il faut rien inventer. Monsieur Kenao, on tous écoute nous avons monsieur lu ces Classio. tests-là à 3 fois, à 4 fois. Monsieur Kenao, on écoute monsieur Classio. Ne vote rien ici, ne vote rien. Ok. Monsieur Kenao, Jibé Bara vous fait avaler une pilule que il pense que les Togolais ne sont pas intelligents. Dans les autres constitutions que Jibé Bara n'a pas pu avoir le temps de détailler aux Togolais les immunités parlementaires ou bien la garantie donnée au président sortant n'est pas la même chose qu'il a fait dans l'article 75. L'article 75 que mon ami Kenao salue patriotiquement est un article qui réduit le Togo à médiocrité. Et il faut que nous essayions de le dire. Quand vous êtes un président au cours d'un mandat,
et les actes commis pendant ce mandat, il faudrait que le peuple ait la capacité, le droit de vous interpeller sur les actes posés. Quand Faure Gnassingbé est aujourd'hui ministre de la Défense et président de la République, et qu'un chef d'état-major sous lui sort une carabine publiquement et tire sur un enfant dans son atelier de coiffure, le ministre, qui est le ministre de la Défense, a le droit de répondre devant une institution militaire. Mais c'est vrai. Chef de l'état-major a tiré sur un civil dans son atelier. Oui, quelque part, je suis d'accord avec Kenao qu'il faut laisser certaines passer et avoir la chance à l'alternance et puis ensuite trouver une autre occasion pour pouvoir faire les réformes afin de continuer les choses. Je suis d'accord avec vous, mais il est aussi important que nous commencions par dire la vérité au peuple que ce que J.B. Bawara et ses copains sont en train de faire sont vraiment gravissimes et médiocres pour le continent. D'accord. Merci Classio. On ne va pas aussi laisser quand même notre ami Jean-Paul Omoulou. Monsieur Jean-Paul, est-ce que vous voulez vous prononcer rapidement une seule minute? Ouais, je crois qu'on se trompe. Vous pensez que si Faure a cette immunité-là et quitte le pouvoir, c'est un opposant qui va venir prendre sa place? Non, c'est une dynastie qui est installée là. Et dans la dynastie, il y a un clan. Si un autre fils de Yadema ne prend pas le pouvoir après Faure Gnassingbé, ce serait un très proche tellement que Faure est sûr, dont Faure est sûr qu'il ne le trahira pas. Vous voyez? Donc, ils ne laisseront pas le Togo à l'alternance si nous ne leur prenons pas le pouvoir par la force. Et moi, je crois que quand, par exemple, en France, on peut poursuivre un ancien chef d'État, le cas de Nicolas Sarkozy ou bien Jacques Chirac nous le démontre assez bien, et qu'au Togo, on se dit qu'il ne peut pas être poursuivi pour quoi que ce soit. Mais c'est grave si on laisse passer ça. Très grave. Si c'est dans une démocratie, et par exemple, il a accepté l'alternance, et il est par exemple sur son dernier mandat, et il y a au Parlement plusieurs partis qui sont regroupés, et des élections législatives sont déroulées dans de bonnes conditions, le Parlement est représentatif, et il supplie les députés de lui accorder cette garantie pour qu'il quitte le pouvoir. Là, ces députés représentent le peuple, nous les avons élus, ce qu'ils décident entre eux va nous engager. Et le peuple va en tenir compte, même si cette législature n'est pas là, on saura que grâce à cet accord, nous avons pu obtenir l'alternance et que nous ne devons plus revenir sur les blessures du passé. Mais la façon, ils ont bradé le pays, le banditisme, le système bandit qu'ils ont utilisé, avec ces élections, les nominations du 20 décembre 2018, avec ces députés qui se comportent comme des voyous. Regardez Abbas Kaboua qui danse sur le plateau de la chaîne de télévision nationale en disant quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ça veut dire, bon, vous avez mangé, nous aussi on vient manger. J'ai eu pitié de mon pays. Le Togo est tombé en déliquescence morale. Merci Jean-Paul. Et je crois que ces voyous-là ne peuvent pas voter des lois qui vont avoir des répercussions sur des générations. Merci Nous devons Jean-Paul. faire pour circuiter cela et c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pourquoi je dis ces élections où les opposants sont empressés d'y aller, c'est pour aller prouver encore qu'ils sont minoritaires parce qu'ils vont gagner mais le pouvoir va leur réserver un score qui va les humilier. Merci Jean-Paul. Donc mobilisons-nous pour mettre fin à tout ça là par la révolte populaire. Merci Jean-Paul. Alors professeur, rapidement. Oui, rapidement, ce qui révolte dans l'article 75 dont nous parlons, c'est que c'est une carte blanche à la commission des crimes de plus. Oui. Puisque on ne nous dit pas que le chef de l'État, bon, on lui donne des garanties qu'il ne sera pas poursuivi pour des crimes antérieurs. Vous voyez, on nous parle, on a ouvert le chemin pour lui. Ça veut dire que derrière lui, il ne sera pas poursuivi. Devant lui, il ne sera pas poursuivi. C'est-à-dire, on lui dit, vous pouvez tuer, voler et faire tout ce que vous voulez, rien ne va vous arriver. Et c'est très dangereux. Moi, si un Togolais vient défendre ça, je trouve ça vraiment malheureux.
je viens de le faire. Je viens de le faire. Qu'on puisse accepter que quelqu'un puisse avoir le droit de commettre des crimes, même dans le futur, et qu'on lui dise qu'il ne sera pas poursuivi. Monsieur le professeur, je vous en prie, M. Kenao, on n'a plus assez de temps. Monsieur le professeur, le texte ne dit pas que le président doit commettre les crimes. Laissez le professeur aller. Le texte ne le dit pas. Monsieur Kenao, laissez le professeur aller jusqu'au bout de ses idées. Le texte ne le dit pas. Lisez bien encore le texte, il ne le dit pas. Je dis désormais pour c'est que tous les crimes que je vais commettre en tant que président, aussi longtemps que je serai président, rien ne va m'arriver. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est votre interprétation. Lisez encore l'article. Je vous en prie, lisez encore l'article. Laissez le professeur M. Kenao. C'est mon inquiétude là-bas. D'accord. Merci, professeur. Vous avez fini, professeur? Je n'ai pas fini. Si d'accord. Professeur, vous avez... Allez-y pour 30 secondes, professeur. Vous avez 30 secondes, allez-y. Je disais, s'il y a quand même quelque chose dont il faut s'indigner, c'est cette partie-là. On ne peut pas, dans les conditions que nous connaissons notre régime. Sans cette loi, nous avons connu les crimes que ce régime a commis. Maintenant, avec cette loi, cette nouvelle, c'est pas article, mais c'est un feu vert. Vous voyez, ils sont déjà en train de concocter les trucs, terrorisme par là, terrorisme par ici. Vous allez voir ce qui va se passer au Togo d'ici quelques semaines. Ils vont vous donner des lois. Même quand vous voulez manger du foufou chez vous, on va venir vous demander qui vous a autorisé de manger le foufou. D'accord. Merci, professeur. Merci, professeur. Mais c'est une dérive totalitaire que nous sommes en train d'amorcer. Merci, la Corée du Nord sera encore un pays plus fréquentable que le Togo. Ça, soyez-en sûrs. C'est pourquoi nous disons que, quels que soient les cas, le peuple togolais doit se lever et faire barrage à tout cela. Donc comment vous allez faire barrage, monsieur le professeur? Merci, professeur. Merci, professeur. Alors, monsieur Kodi, on ne doit pas quand même clore cette émission sans vous donner une seule minute. Rapidement, monsieur Kodier. Oui, merci. Je m'en réjouis que mon ami Kenao est en train de défendre bec et ongle les réformes. Non, je dis l'article 75. Il sache que déjà en 2005, il y a la commission avec le CACIT et Maître Ajaron, un groupe d'avocats ont déjà déposé une plainte. C'est les négociations de la CEDEAO qui ont fait que les gens du soir, ce dossier-là, nos amis Alia Kondo et Romarisson, en temps, quand on avait tiré sur les enfants, ont déposé une plainte à la CPI. Ce sont des choses, dossiers qui peuvent sortir demain. Les gens prennent ça à la légère. Les crimes se sont passés beaucoup. Un général qui a tiré sur un enfant. Vous croyez que des choses comme ça, on va grâcer à cause de... Vous croyez que ce général va laisser faire une partie? C'est ce que je dis, que ces actes comme ça sont accusables. On peut les juger. Je crois que... Voilà. Oui, oui. Bon, monsieur Marcel, vous avez 30 secondes. Vous avez 30 secondes. Laisse-moi continuer. Et je remercie nos amis bien sûr, de l'ANC, bien sûr, on ne se comprend pas, mais ils ont déjà fait l'effort. J'espère qu'une fois, notre Cour constitutionnelle va tirer le droit. Parce que, mais ils sont déjà sûrs, ils vont partir bientôt, ils sont en train de faire les valises. Il y aura une nouvelle Cour constitutionnelle qui sera née. Mais je pense qu'avant qu'ils ne quittent, au moins que les recours que l'ANC a envoyés, au moins qu'ils puissent dire les droits, qu'on puisse rejeter toutes ces histoires, les 29 articles. Je pense que nous avons de belles choses à l'avenir. Souhaitons que ce régime parte, c'est le souhait de vous connaissez très mal le Togo. Merci Marcel. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre grand débat. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine pour encore parler d'un autre sujet. Merci à Malik Sall pour la réaction de cette émission. Je vous donne tout simplement... Tu dois terminer le 75, l'article 75. Merci pour tous ceux qui nous ont pris en marche avec... cette émission de grand débat. Je pense que ça a suscité beaucoup d'encre. Avec l'article 75, il y a d'autres Togolais qui l'approuvent. Il y a d'autres producteurs qui ne l'approuvent pas. Je crois qu'on me fait signe. Semaine prochaine. D'accord. Donc, pour tous ceux qui nous prennent en marche, je crois que la semaine prochaine, on va continuer parce qu'on ne va pas laisser passer cet article 75 qui suscite beaucoup de choses. Il faudrait que la semaine prochaine, on reparle encore de cet article 75. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous
et au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Alors, nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.